Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien commun podcast, un podcast dans lequel Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard-Desruisseaux, tentons de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc à chaque épisode, Éric, on reçoit un expert invité. Aujourd'hui, c'était Mélissa Girard, qui est apicultrice et agronome. Donc elle est venue nous parler des abeilles pour qu'on comprenne mieux le rôle qu'ils jouent dans notre société. Oui, exact. Fait que aujourd'hui, on voulait essayer de comprendre un petit peu pourquoi les abeilles, c'est si important, pourquoi on en parle autant que ça. Mais tu sais, notamment, moi, un élément super concret qu'on a amené assez rapidement, c'est que les abeilles, ça a un rôle direct sur, par exemple, ce qu'on a dans notre assiette. Fait qu'on pense à nos fruits, à nos légumes notamment. Même on a à notre lait qu'on va consommer, du lait de vache. Fait que c'est super intéressant de voir justement que l'abeille, au niveau justement de tout son cycle de ce qu'elle fait de la pollinisation, ça a un impact concret dans nos assiettes notamment. On a aussi appris que les abeilles sont en Amérique depuis environ les années 1600. Ah, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Dans une vie humaine, oui, beaucoup, là, mais concrètement, dans l'histoire de l'humanité, c'est vraiment pas si longtemps que ça. Il y a différents types d'abeilles aussi. On aborde aussi, est-ce que les abeilles sont réellement en extinction présentement? C'est quoi l'importance de leur rôle? Fait que c'est super intéressant, on vous en dit pas plus. On vous laisse aller écouter l'épisode. Bonne écoute. Bonne écoute. Avant de rentrer dans les détails de notre épisode, nous aimerions prendre un moment pour remercier nos partenaires. Urcé Café est la destination de choix pour tous les amateurs de café. Produit à partir de grains soigneusement choisis et torréfiés à 3800 pieds d'altitude, leur café saura vous charmer. En plus d'offrir un café d'exception, Urcé veille à la durabilité de ses pratiques agricoles ainsi qu'à la rémunération adéquate de tous les parties prenantes de sa chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le café équitable. En bref, Urcé, c'est un goût incroyable et un choix responsable. Je vous invite donc à aller visiter leur site web et à utiliser notre code promotionnel BCP10 afin de bénéficier d'un rabais de 10% sur vos commandes en ligne. Merci Urcé et bonne dégustation. On est fiers de vous présenter notre partenaire Décapeur AC. Décapeur AC, entreprise de laquelle je suis l'heureux propriétaire, c'est une entreprise québécoise qui, depuis 1979, redonne vie aux meubles et armoires grâce à des techniques artisanales qui privilégient la restauration plutôt que le remplacement. La mission de Décapeur AC, réduire le gaspillage, prolonger la durée de vie des objets, puis contribuer à un mode de vie plus responsable. Et ça, c'est tous des valeurs qui concordent avec celles de Bien commun podcast. Écoutez, on vous invite à aller visiter le site web de Décapeur AC au décapeur.com pour découvrir leurs services puis voir comment vous aussi, vous pouvez faire un choix durable en matière d'aménagement et de mobilier dans votre espace de vie. Bonjour Mélissa Girard, bienvenue à Bien commun podcast. Comment vas-tu? Très bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler des abeilles, mieux comprendre leur impact sur l'environnement, puis c'est quoi leur contribution dans notre monde en général. Mais avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord? Oui, alors moi je suis agronome, apicultrice et enseignante. OK. Tout ça lié à l'apiculture. Là. J'enseigne en apiculture depuis 13 ans. J'ai des ruches depuis 15 ans. Je suis agronome depuis la fin de mes études, là, en 2008, je pense. Puis j'enseigne aussi en production horticole, là, qui est quand même liée aux abeilles, là, parce que sans les abeilles, on va le savoir tantôt, mais on n'aura pas grand temps. Il y a beaucoup de fruits qu'on n'ouvrirait pas. Là, donc, ouais. Ah ben super, je pense que t'es parfaitement qualifié pour répondre à nos questions aujourd'hui. Parce que grosso modo, ce qu'on aimerait éclaircir aujourd'hui, c'est pourquoi, grosso modo, les abeilles, c'est si important. On en entend beaucoup parler pour différentes raisons. Mais tu sais, moi, d'entrée de jeu, je suis curieux de comprendre, est-ce que les abeilles, ça fait plus que simplement nous piquer? Puis est-ce que c'est bel et bien les abeilles qui nous piquent? Tu sais, des guêpes, des abeilles, c'est jaune, c'est noir, mais qu'est-ce qui est quoi? Puis c'est quoi leur fonction respective? Les abeilles, ça fait vraiment plus que nous piquer parce que c'est bon. Moi, j'ai une petite entreprise, j'avais 18 ruches cet été. OK. C'est petit, ça? Oui, j'ai des amis qui en ont 1500. OK, mais ça fait combien d'abeilles, ça, mettons? Une colonie au mois de juillet, à son max, a 50, 60, 70 000 abeilles. OK. À peu près. Fait que ça, fois 18, fois 10? Fois 18. Okay. Puis quand j'ouvre les ruches, je travaille toujours de nuit parce qu'on a plus de dextérité. Puis quand je vais faire mon inspection, c'est pas à chaque fois que je me fais piquer. Donc, je vois des milliers d'abeilles, je me fais très peu piquer. Là. OK. Ouais. Puis pourquoi ils vont piquer? Ben, pour se défendre, des fois par accident. Là, si je n'une derrière la jambe, je me penche, elle est prise entre mon mollet et ma cuisse, elle se sent attaquer, donc elle pique. Là. Okay. Mais sinon, quand on travaille très doucement, là, c'est assez étonnant à quel point il reste douce. Fait que tu rentres dans un essaim d'abeilles, ben, pas nu-pied, mais sans équipement ou presque. Oui, j'ai toujours un filet sur la tête. Là. Protéger le visage, là, c'est un peu tannant de faire piquer sur le bord du nez ou d'avoir un œil qui ferme. Là. Mais sinon, là, une chemise pour pas brûler au soleil, mais pas de gants. Là. Plus on est doux, plus ils sont douces. Les abeilles n'aiment pas les vibrations du tout. Donc, si on brasse beaucoup, mais ça les rend plus agressives. Là. Donc, plus on est doux,
on se fait moins piquer. Donc, on n'a pas le choix de les respecter beaucoup quand on est humain, là. OK. Puis j'ai sûr qu'on s'entend tous sur ce dont on parle, mettons. C'est quoi la différence entre une abeille, un bourdon, une guêpe? Comment on peut les différencier, mettons, à l'œil? Les bourdons, les grosses boules poilues. OK, ouais, c'est ça. Un insecte puis très doux, là, tu sais. Pour se faire piquer par un bourdon, il faut vraiment que tu piles dessus nu-pied. Ou, expérience vécue ici. Oui. Ils sont vraiment très, très doux. Les gens les appellent les thons, des fois, mais c'est vraiment le terme, c'est bourdon. OK. Les guêpes, très rayées, vraiment comme un enfant dessine, là, noir et jaune, là, très strié. Très peu de poils, on peut quasiment dire qu'ils n'en ont pas. OK. Un nid de guêpe, puis il peut en avoir dans le sol, mais un nid en papier gris, là. Ouais. Ben, ça, c'est un nid de guêpe. Donc, c'est pas une ruche d'abeilles, c'est un nid de guêpe. Puis l'abeille, ben, il y a l'abeille à miel, qui est ma préférée. Mais il y a toutes les abeilles sauvages. Tu sais, au Québec, on doit avoir 350 espèces d'abeilles sauvages, qui sont des abeilles solitaires, qu'on appelle, qui font pas de colonies, qui font pas de miel. Ils vivent toutes seules, puis ils font leur petite vie, là. Ah ouais. OK. Puis là, la différence, est-ce que on sait que les abeilles vont polliniser des fleurs, tout ça? Est-ce que les guêpes font ça aussi ou c'est juste les abeilles? Plus l'insecte a du poil, plus il transporte du pollen, donc plus il contribue à la pollinisation. Les bourdons, c'est vraiment les champions, là. Ils tolèrent aussi les températures plus froides. Ils ventent plus fort, sont capables de sortir quand même des petites gouttes d'eau, ça va. Les guêpes, ben oui, ils vont polliniser un peu parce que les guêpes adultes vont consommer du nectar et du pollen sur les fleurs. Donc, en allant sur une fleur, mais ils ont très peu de poils pour transporter le pollen. Ils n'ont pas des organes non plus spécifiques. Là, les bourdons et les abeilles font des pelotes sur leurs pattes. Donc, ils traînent du pollen. La guêpe va en consommer un peu, mais un peu avant de traîner par accident, si on veut. Mais la guêpe, les bébés guêpes, les larves, sont carnivores. Donc, ils vont récolter des pucerons, des chenilles, des petits insectes pour nourrir leurs bébés dans le nid. Donc, ils contribuent quand même à la santé de notre environnement en enlevant des parasites, là, des envahisseurs, mais ils pollinisent beaucoup moins. C'est pas leur fonction primaire. OK, puis là, tu en as parlé un petit peu, là. C'est quoi le lien ou les liens à faire entre les abeilles et l'environnement? En quoi les deux interagissent ensemble? Pourquoi c'est bénéfique d'un point de vue environnemental? Bien, dans l'évolution, là, les plantes ont évolué avec les abeilles. Donc, les plantes sont belles, les fleurs sont belles, produisent du nectar pour attirer les abeilles, que ce soit les abeilles à miel ou les abeilles sauvages. Les bourdons font partie de ça. Ils attirent les insectes pour la récompense qui est le nectar et le pollen, mais aussi le pollen se colle sur leurs poils, puis quand ils vont sur l'autre fleur, bien, ils pollinisent, ce qui est une fertilisation de la fleur pour avoir des graines ou des fruits. Non, mais tout ça évolue ensemble, là. Fait que les abeilles assurent la reproduction des plantes, dans le fond. Absolument. Ils assurent la survie. Il y a deux catégories. Il y a des plantes anémogames qui sont pollinisées par le vent. Donc, quand nos voitures, là, au printemps, sont toutes jaunes, là, c'est le bouleau qui était en haut de la voiture. Ça, c'est pollinisé par le vent. Donc, le pollen s'envole en espérant croiser une fleur. Mais sinon, les plantes qui sont entomophiles, entomologie pour insectes, donc qui sont pollinisées par les insectes, ça prend un insecte qui prend le pollen, qui va le transporter. Une fleur de pommier a absolument besoin d'un insecte pollinisateur qui prend le pollen, puis qui décide d'aller sur une autre fleur du pommier pour produire des fruits. Fait que sans abeilles, on n'aurait pas de pommes. Pas de pommes. Il y a plein de fruits qu'on n'aurait pas, qui sont des fruits ou en botanique, un concombre, c'est un fruit, même si c'est pas sucré. Il y a plein de plantes. On a des listes qui nous disent le taux de... à quel pourcent ça prend des abeilles pour faire la mise à fruits, là. Donc, le raisin en a à peu près pas besoin, mais la pomme, le bleuet, la canneberge, les concombres, etc., là, ça prend absolument des pollinisateurs. Donc, les insectes et les animaux dans la nature, si on n'était pas là, ben, il n'y aurait pas de nourriture non plus. Puis nous, ben, notre assiette serait beige pas mal. Il y aurait beaucoup d'aliments, plein de vitamines qu'on n'a pas, dans le fond, là, qui ont besoin de pollinisateurs. OK. Puis juste à dire de bien comprendre, là, si jamais on utilise le mot polliniser, là, c'est quoi l'action exacte? Juste peut-être l'imager, pour moi, c'est pas clair, là. L'abeille, par exemple, elle s'en va sur une fleur déjà existante, elle va aspirer, ou je sais pas comment ça se fait, le pollen. Le nectar, elle l'aspire, elle le traîne dans son jabot, qui a un sac dans son abdomen. C'est pas son estomac. Mais le nectar, elle va le transporter à la ruche pour l'abeille à miel pour être transformé en miel. Le pollen est récolté, ramassé sur son poil. Le poil des abeilles, c'est tout petit, mais c'est comme des plumes.
C'est pas un poil lisse, là. Il y a des plumes, donc puis il y a même des charges électriques qui se forment pour que le pollen colle dessus. Donc là, on en a plein sur elle, puis quand elle atterrit sur l'autre fleur, ça se colle sur la partie femelle. En fait, le pollen, c'est la partie mâle de la fleur qui va se coller sur le stigmate, qui est la partie femelle de la fleur. Puis là, le grain de pollen germe, va féconder l'ovule, puis ça crée une graine, un fruit, etc. Ah ouais, OK. Wow, OK, c'est bon. Je me rappelle, j'avais vu ça peut-être au primaire secondaire, mais là, c'est très clair, puis là, ça me remémore des souvenirs. OK. Fait que là, les abeilles sont très importantes dans le fond parce qu'ils font partie d'un écosystème complet, puis c'est eux qui assurent toutes les plantes, puis une partie des fruits, dans le fond. Oui, exactement. Toutes les plantes éthylophiles, éthymophiles? Entomophiles. Entomophiles. Ouais. Excuse-moi. Ben essayé. Entomophiles, OK. Qui ont besoin d'insectes. OK. Puis après, eux font partie du reste de l'écosystème. Donc, il y a des animaux qui vont se nourrir dessus. Ben oui, des d'autres graines insectes de aussi, plantes. au final, même si on va... Il y a un impact direct. Disons, une abeille qui pollinise un pommier donne des pommes. Mais même nos vaches, par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent? Du foin, d'autres grains aussi. Mais quelqu'un qui va ensemencer un champ de trèfle a besoin de graines de trèfle. Il y a quelqu'un qui a produit du trèfle, qui a mis des abeilles dans son champ pour polliniser le trèfle et avoir des graines. Okay. Donc, même notre verre de lait, l'abeille a un impact dessus. C'est pas juste le fruit qu'on mange directement. Il y a des plantes qui produisent de l'huile comme le canola. Le canola a besoin de pollinisateurs, mais ils ont produit des hybrides OGM là, qui en ont moins besoin. Mais si une abeille, les graines sont plus grosses, une plus grosse production d'huile. Le coton, semble-t-il, aussi, qui produit mieux quand il y a un pollinisateur. Ah ouais. Donc, il y a un impact. Fait qu'au niveau de l'agriculture, c'est très important. Y a-tu d'autres... Là, on parlait de vent tantôt qui peut polliniser certains types de plantes. Ouais. Est-ce que dans l'industrie d'agriculture, ils ont-tu développé d'autres méthodes pour remplacer les abeilles ou c'est encore les abeilles qui sont il y a des endroits que c'est un peu triste, là, qu'il y a des gens qui font à la plume parce qu'ils ont tué tous les pollinisateurs. À la plume, OK, ils fécondent eux-mêmes. Oui, mais tu sais, ça, c'est pas vraiment une avenue. OK. Ça doit être long, là. C'est pas moi qui ferais ça. Mais sinon, il y a des plantes pollinisées par le vent, beaucoup. Ça, on n'aura jamais besoin d'abeilles. Là. Le blé, le maïs, par exemple, c'est pollinisé par le vent. Là. Donc, on pourrait continuer à manger du pain puis du maïs si on n'avait pas d'abeilles, mais... Ça serait limité, notre alimentation. Puis là, c'est ça, les abeilles, c'est des pollinisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ont le même rôle, qui ont les mêmes fonctions, ou c'est vraiment que les abeilles qui font ce job-là? Abeilles à miel qui sont les plus connues parce qu'on les voit dans des ruches puis on peut les déplacer. Il y a beaucoup de pollinisation. Là, les apiculteurs déplacent leurs ruches dans les bleuetières, par exemple. Quand le bleuet finit de fleurir, ils sortent, s'en vont dans les cannebergières. Donc, l'abeille à miel se déplace facilement. Le bourdon qui vit naturellement, mais qu'on peut aussi élever, là, ça s'achète des petites ruchettes de bourdon. Tu reçois ça par la poste. Ah ouais. Sinon, comme je disais tantôt, toutes les abeilles sauvages, qui sont des abeilles solitaires aussi, le terme qu'on peut utiliser, qui travaillent très, très bien, mais qui ont souvent un rayon. Il y en a qui vont à pas plus de 50 mètres de leur site de nidification. Donc, c'est tout petit, là. Et ils se rendent à peine au bout de mon terrain, là. Donc, tout dépendant de la grosseur de l'abeille, là, il y a beaucoup, beaucoup de variations. Mais OK. sont aussi importantes, en fait, si je peux me permettre. Oui. Parce que si l'abeille domestique va pas bien, puis ça veut dire que l'environnement va pas bien, donc nos pollinisateurs indigènes non plus vont pas bien. Puis, je me demande, mais bon, là, nous, mettons, on connaît les 10 000, on y en a sur les tablettes à l'épicerie, là, mais quelle est la fonction première, à part que nous, l'humain, on s'en va le chercher puis le manger, du miel? Tu sais, l'abeille à miel, justement, elle produit ça, mais c'est quoi la fonction naturelle de ça? Les abeilles, en développement, le couvain qu'on appelle les larves, là, vont consommer un mélange, une gelée nourricière, là, dans le fond, que des abeilles nourrissent, qui sont des jeunes abeilles adultes, vont manger du miel et du pollen, puis vont sécréter par leurs glandes là, dans la tête et leur mandibule une gelée pour nourrir les larves. Donc, le miel sert d'énergie pour produire ça. Puis, à un certain âge, les abeilles adultes ne consomment que du miel. Ils consomment plus de protéines, rien, là, juste du sucre. Ah, ouais. Ouais. Donc, ils en produisent pour elles. Mais ils ont un instinct d'entreposage énorme parce qu'ils en produisent un peu trop. Mais en fait, ici, principalement au Québec ou dans les endroits qu'on a des hivers très froids, on retire tout le miel. On leur en laisse pas vraiment. Mais ils en mangent pendant l'été, là, mais
la plupart des apiculteurs nourrissent les colonies au sirop pour l'hiver parce que là, on a un très gros hiver, très long. Mais question bête, l'hiver, juste être sûr, les abeilles, ils font un petit sac puis ils vont en Floride. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que je me disais. Les abeilles dans la ruche vont faire une grappe qu'on appelle. Là. Plus il fait froid, plus ils se collent ensemble. La reine est au milieu. Il fait toujours très chaud. Là, au milieu de la grappe, il ne fait jamais en bas de 20 degrés, même s'il fait moins 38. L'air de la ruche, je pense qu'elle ne descend pas en bas de 8 degrés, même s'il fait moins 38. Puis plus, comme aujourd'hui, il faisait plus chaud. Ils se détendent un peu. Il fait très, très froid. Ils se collent pour rester au chaud. Puis les abeilles, à l'extérieur de la grappe, s'ils ont froid, ils viennent au milieu se réchauffer. Ils s'alternent comme ça. Ouais. Ils ne dorment pas. Elles n'hibernent pas, elles hivernent. Ah, ouais. Une petite lettre là, qui fait la différence. OK, mais là, mettons, ils vont se nourrir comment? Parce que là... On les a nourris à l'automne, on les nourrit avec du sirop, de l'eau puis du sucre blanc. Ah, ouais, OK. Qui transforment en faux miel, si on veut, qu'ils vont mettre dans les rayons, dans les alvéoles de cire. OK. Puis ils vont manger ça comme énergie pour passer l'hiver. Ah, ouais. Fait que là, on a nos abeilles et tous les autres pollinisateurs qui sont super importants pour nos vergers, pour nos champs, pour plein de types de production de fruits ou de légumes. Mais dans nos villes, est-ce que les abeilles sont utiles? Sont-elles pertinentes? Bien, c'est sûr que oui, parce qu'il y a des gens qui ont des petits potagers quand même. Ouais. Un tilleul qui fleurit en juillet, il est content. Je pense pas qu'il y a cette réflexion-là. Mais les abeilles qui sont en ville vont butiner dessus. Ça crée les graines de tilleul pour la reproduction des plantes. Okay. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de mettre plein de ruches en ville? C'est ça, parce que jusqu'à tout récemment, là, c'est comme une tendance de mettre plein de ruches en ville, mais ça a-tu réellement une valeur ajoutée? Pourquoi là, ces tendances, puis avant on le faisait pas, ça a-tu changé le monde? Il y a toujours eu des ruches en ville. Là. On peut regarder des papiers à Paris, il y en avait, tout ça. Moi, je me questionne... des gens qui veulent être apiculteurs puis habitent en ville, ils n'ont pas accès à un terrain. OK. Je comprends. Moi, j'aurais de la misère à me faire dire tu n'auras plus de ruches. Je comprends l'envie. Est-ce qu'on sauve les abeilles en les mettant en ville? Non. Est-ce qu'on sauve la planète? Non, parce que l'abeille qui son service premier, la pollinisation, elle nous sert plus en pollinisant qu'en faisant du miel. Là. On peut survivre sans miel dans la vie, mais on ne peut pas survivre avec tous les aliments qu'elle ne ferait pas s'il n'était pas là. C'est ça. Est-ce qu'en ville, on va nourrir la planète? Non. On a besoin d'hectares et d'hectares et d'hectares en agriculture. Donc, je me questionne. Oui, on pourrait en avoir un peu, mais je pense que maintenant, il y en a trop. Puis là, ils ont leur garde-manger X, mais là, maintenant, ils sont beaucoup dans le même garde-manger, donc ils produisent beaucoup moins. Ça amène des problèmes de survie des colonies. Puis au niveau des villes, là, on le sait, il y a plus d'automobiles, il peut y avoir des industries, il y a de la pollution atmosphérique. Est-ce que ça a un impact sur la pollinisation ou le miel qui pourrait en découler à la limite? Sur le miel, certainement. Là, j'ai fait de l'analyse de miel pendant des années. Là. J'ai arrêté ce travail-là, mais j'ai transféré le service. Là. C'est un super beau service, mais je suis passée à autre chose. Puis des miels, j'en ai vu énormément. Puis les seuls miels que j'ai vus qui étaient sales, que je vais dire, au microscope, là, je récoltais une petite quantité de pollen en centrifugation. Puis c'est toujours jaune-brun, là, les pollens, les couleurs principales. Puis il y a des miels de ville qui ont été faits près du quartier industriel, disons, là, de cette section-là de la ville. Bien, ils étaient vraiment pas propres. C'est sûr que la quantité de miel qu'on ingère est infime. Là. On ne mange jamais 1 kilo de miel par jour. Sauf que je me questionnais, là, OK, pourquoi on met des ruches à cet endroit-là si ça crée un miel qui est peut-être pas insalubre. Peut-être qu'on peut le manger. Si on le faisait analyser, peut-être qu'il est correct. Mais moi, je le voyais vraiment intimement, ce miel-là. Puis je me disais, wow! J'ai l'impression que si on avait cette information-là sur plusieurs de nos aliments, on ferait le saut. Là. Oui. Mais OK, mais c'est bon à savoir quand même qu'un miel fait plus en campagne serait de meilleure qualité ou mais moins là, pollué. Il y a le débat, il y a plus de pesticides en campagne. Ah, OK. Mais il y a plus de polluants en ville, polluants atmosphériques.
de toute façon, on a beaucoup plus d'apiculteurs en campagne. Là. Sur les tablettes, on n'a pas beaucoup de miel de ville, là. Peut-être même très peu. Là. C'est niché, on connaît quelqu'un. Puis il y a des endroits dans les villes que c'est super bien, mais je demanderais aux apiculteurs, regardez ce qui est autour de vous. Là. Si vous habitez à côté du port et qu'il y a de la livraison de sucre non raffiné, mais les abeilles vont y aller. Mm-hmm. T'as beau mettre 8 plants de fleurs sur ta galerie, là, et ils sont attirés par la masse de sucre. Là. Donc, il faut faire attention où on les met. Parce que des très beaux miels de ville que j'ai vus, souvent plus loin du fleuve, là, c'était parfait comme miel. Mais proche. Ici, ça va justement dans le sucre non raffiné dont tu parles. C'est quoi l'impact, là? Ben, c'est pas du miel. Du miel doit venir d'une fleur. Ah, okay, c'est de l'eau sucrée, du nectar, de l'eau sucrée d'une fleur. C'est ça. OK, voilà. Premièrement, ça goûte rien. C'est un miel fait à partir de sucre, ça goûte rien. C'est du sirop de poteau, là. Ouais. Du sirop d'alvéole, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Puis là, on a beaucoup parlé des villes, mais mettons, justement, peut-être plus en banlieue. En tout cas, nous, au Québec, on a beaucoup entendu parler du défi des pissenlits. C'est quoi ça, puis pourquoi on en a autant entendu parler? Mais l'idée a germé là, d'une entreprise de la région. Je peux pas parler pour eux, là, mais moi, comment je le vois, ce défi-là, c'est de faire comprendre aux gens l'importance des fleurs pour les pollinisateurs. Puis oui, on a mis l'abeille domestique qui est un peu comme le panda des animaux. Ouais. Tu sais, les gens le trouvent cute. Puis, ouais, c'est ça, ouais. Le défi pissenlit va nous faire prendre conscience de l'importance de peut-être arrêter d'avoir des gazons parfaits. Pourquoi notre gazon est parfait? Bonne question, mais je voulais t'apposer, justement. C'est quoi un gazon parfait? Ben, pas chez nous, en tout cas. Ouais. C'est que des graminées, donc comme des brins de gazon, qui n'a plus de fleurs, qui est beau, qui est parfait, mais c'est stérile un peu, là. Il n'y a pas de diversité. On accuse les monocultures en agriculture, des gros champs de maïs, des gros champs de soya, mais nos c'est la même gazons, chose, là, c'est la même chose. Là. Ouais, puis c'est plate, là, un gazon vert qui est tout uniforme, c'est... on est habitué à ça, on est conditionné à ça. C'est ça. Pourquoi? C'est la culture, là. Je sais pas pourquoi on fait ça. Mais tu sais, on pourrait tout laisser un petit coin qui monte en fleurs, puis ça serait juste beau, là. C'est étonnant quand notre gazon pousse, même si on pense qu'il est uniforme, à quel point on n'a jamais laissé les fleurs montrer leur potentiel. Ouais. Il y en a plein, là. Moi, je le faisais sur une partie du terrain à mes parents dans le temps. C'est moi qui tondais le gazon. Puis je laissais toujours un carré que je tondais pas. T'es sûr que c'était voulu ou t'étais tanné de passer à la tondeuse? Non, c'était voulu. C'était voulu. Il était déjà conscientisé. c'est gagnant. Mais c'était vraiment impressionnant, là, les fleurs qui sortaient de là. Il y en avait des fois qui faisaient 1,5 mètre de haut. Puis t'avais plein de Mais c'est sûr que biodiversité. c'est un peu embêtant. Moi, quand je le taille vraiment pas, là, mes enfants, quand ils étaient petits, ils s'enfargeaient presque. c'est ça. Il fallait que je fasse des chemins de tondeuse pour qu'ils puissent circuler. Circuler là-dedans. Puis après, il y a les tiques, des choses comme ça. Fait que faut peut-être faire attention, mais ça reste que notre terrain, quand on y pense, mettons, surtout en avant, là, on utilise presque jamais ça. Là. Ouais, mais c'est lui qui paraît le plus, c'est ça l'enjeu. Puis là, on met de l'avant, t'es censé avoir un beau gazon vert. Ben, si je te dis que j'ai des belles fleurs qui changent à toutes les 3 semaines, c'est bien plus attrayant. C'est pour ça que les modèles poussent, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que ça, c'était des filets, c'était quoi? C'était pendant une période X, à la fin de l'hiver, on vous encourage à laisser pousser? Pissenlit, c'est souvent à la mi-mai qui commence, en tout cas, dans le coin de Québec. De pas tondre le gazon, mais c'est de montrer, j'ai conscience que je peux aider les pollinisateurs. C'est sûr que ça devient aussi une monoculture, si on veut, d'avoir des pissenlits pendant tant de jours. Mais c'est la première fleur qui amène énormément de nectar et de pollen pour les colonies qui recommencent leur développement là, après l'hiver. Okay. Donc, c'est un bon... C'est une plante, on pourrait pas faire le défi pommier. T'sais, les gens qui ont leur pommier, de toute façon, les laissent fleurir. J'essaie de penser à d'autres fleurs que, disons, le défi marguerite, ça fleurit en juillet. Ouais. C'est vraiment un beau symbole de début de saison, de pas couper les gazons. Peut-être que les gens laissent le pissenlit, mais après, ils taillent tout l'été quand même. Mais c'est une belle conscientisation à l'importance des pollinisateurs, je crois. Puis oui, on met l'abeille, mais le défi pissenlit ne vise pas que l'abeille, c'est vraiment les pollinisateurs indigènes au complet, là. OK. Puis là, juste être sûr qu'on les renomme. Tantôt, tu as parlé du... j'allais dire bourdon. Exactement. Ouais, c'est ça, bourdon.
Abeilles à Abeilles, la miel. quand il y en a dans l'environnement. Ouais, après ça, les autres abeilles, c'est comment? Les abeilles sauvages ou Abeilles indigènes sauvages. ou solitaires, là, c'est un peu les 3 synonymes. OK. Puis la guêpe, elle en faisait-tu, lui? Un peu. Un petit peu. Ouais. Mais après, Ok. t'as aussi, j'imagine, plein d'autres insectes qui bénéficient de cet Oui, écosystème-là. il y a des mouches cirfes qui vont chercher le nectar. C'est sûr qu'il y a plein d'insectes. Puis quand il y a un équilibre, en fait, on parlait de nos fleurs dans notre gazon, mais c'est sûr que ça va attirer un petit oiseau qui va manger la C'est ça. petite chenille, Ouais, la ouais, coccinelle c'est qui ça, vient c'est manger bon. le puceron. Tout ça, ça s'équilibre. Ça là, fait un écosystème, puis après ça, c'est le fun aussi. Là. Tu vois tout cet écosystème-là avec plein de... des papillons. Des papillons, Ouais. des oiseaux, des Les papillons, insectes. ça pollinise un peu aussi. Ouais. Mm. Ouais, OK, c'est- ouais. OK. Fait que là, on a abordé les villes, après ça, les champs, les forêts. Elles, est-ce que j'imagine qu'ils ont besoin des abeilles aussi? Y a-tu des abeilles en forêt? Oui, mais les forêts, ça fleurit très tôt au printemps, puis il y a très OK. peu de floraison tardive en OK. forêt. Souvent, les petites framboises vont fleurir au début ou en bord de champ. En sous-bois, il y a beaucoup de fleurs au printemps, mais à peu près pas pendant le reste de l'été. Donc, OK. en début de saison, oui, c'est important pour avoir des petites framboises sauvages, des mûres, etc. OK. là. Mais sinon, pour m'être souvent déplacé en forêt, je tombais plus souvent sur des nids de guêpes que des nids Exactement, c'est d'abeilles. ça que j'allais dire. Ouais, c'est vrai, Là, ouais. je marchais dans le bois, finalement, j'ai couru dans le bois Ouais, c'est ça. très vite. Fait qu'il y en a, mais il y en a pas tant que ça. Non, puis si quelqu'un qui aurait des ruches en forêt, ben, va souvent produire très peu de miel. OK. C'est un bel environnement, mais c'est un peu stérile, en fait. Les arbres, là, fleurissent au printemps. On a en forêt puis en ville aussi le tilleul qui fleurit en juillet. Le lilas japonais aussi, mais sinon, tous les arbres fleurissent très, très tôt. OK. C'est important quand même. Les érables, là, quand les sucres sont finis, les érables fleurissent, c'est des fleurs que les abeilles vont visiter. On y pense pas aux arbres parce que c'est pas des vraies grosses fleurs, Ouais. mais c'est plein de grosses fleurs, en fait. Mais Ils ont de besoin des petites fleurs, abeilles mais- quand même. Ben, pas tous, mais les abeilles vont les visiter quand même. OK. Ouais. L'environnement de rêve pour une abeille, c'est quoi? C'est genre une campagne? Une campagne pas cultivée, OK. qui pourrait être entretenue un peu parce qu'à un moment donné, tu sais, les graminées, là, comme les brins de Oh, j'étais allergique à ça. etc. Oh, oui. ouais. Mais ça finit par prendre le dessus parfois là, des autres OK. fleurs. Plein. Ce qu'il faut comprendre, là, ce qui est très important, c'est d'avoir des fleurs diversifiées, ce qui veut dire plusieurs espèces en abondance, parce que s'il y a un pissenlit, les abeilles vont peut-être moins y aller que s'il y a un champ de pissenlit. Et d'en avoir du début à la fin de la saison. Parce que s'ils ont beaucoup de nourriture au printemps puis qu'ils ont presque plus de fleurs le reste de l'été, il va falloir qu'ils volent très, très Bon, loin. Donc, ça prend diversité et abondance. Puis la saison, c'est, comme tu dis, printemps-été? Oui, nous, on a comme un hiver éternel. Exact. Puis printemps, été, automne qui se passe entre mai, juin, juillet, août. OK. OK. Parce qu'en OK. septembre, déjà, on prépare nos ruches. À l'hiver, on arrête la récolte. OK. Donc, de la récolte de miel, on va commencer à la mi-mai si on a une belle année pour le pissenlit. On arrête de récolter fin août, début septembre, puis c'est tout. OK. Donc, c'est vraiment pas très... long. Quand même Ouais, tôt. ouais. Ouais. OK. J'avais lu un livre, moi, à un moment donné, c'était sur le jardinage, mais il parlait un peu des abeilles au travers de ça. Puis là, tu parlais de distances parcourues par l'abeille. C'était assez impressionnant, me semble, les distances qu'ils peuvent parcourir. Une abeille peut aller très loin. Là. Je pense qu'ils ont déjà vu jusqu'à 10 km, mais si la Par nourriture jour? est proche, ben là, en 10 km, elle le fera peut-être pas 10 fois. Là. Ouais, Ça c'est ça. vole jusqu'à à peu près 25 km/h. Donc, OK. mais je dis toujours, sont très travaillantes, mais sont pas nounounes. Là. Si la nourriture Ouais. est proche, ils vont rester Ouais, proches. ouais. Il y a l'effet, tu sais, pour eux, c'est important pour elles de moins perdre d'énergie. Donc, OK, la nourriture est ici, mais ça vaut plus la peine d'aller rester proche proche. que d'aller loin. Là. Ouais, parce qu'il y a une Mais ça dépense peut voler énergétique. très loin. OK. Mais Ça quand ils fonctionne. partent à 10 km, ils reviennent, puis ce qu'ils ont rapporté, ils vont en avoir mangé une quantité parce qu'ils ont besoin d'énergie pour voler. Fait que c'est pas très pratique. Là. Bon, question tranchante. Est-ce que les abeilles sont en voie d'extinction? Est-ce que les abeilles, il y en a moins qu'avant? Faudrait faire un peu abeille à miel. Tant qu'il y a l'humain, on va s'en occuper. C'est ça, parce qu'on est des bénéficiaires immédiats Oui, de puis ça. on les gère. Mais les pollinisateurs OK. indigènes, c'est sûr qu'il y a une baisse des populations.
moi, si au printemps, là, j'ai hiverné 18 ruches, s'il m'en reste 16, je peux en refaire d'autres. Je peux séparer une ruche puis faire une autre ruche avec. Donc, est-ce qu'ils sont... Oui, ça va pas bien. Oui, on a des parasites de plus. Oui, il y a beaucoup de pesticides, etc. Mais tant qu'on est là, je pense qu'on va être capable de les garder. Avant qu'il y ait l'agriculture moderne, si on veut, est-ce qu'il y avait des abeilles ou c'était des abeilles qui étaient sous d'autres formes? En fait, l'abeille à miel est arrivée Europe, Afrique, là, vers les années 1600. Ici, avant, il n'y en avait pas du tout en Amérique. Il y avait les abeilles sauvages, mais pas les abeilles à miel. Elles sont arrivées en bateau. OK. Ouais, comme à peu près tous les animaux qu'on n'avait pas... qui changent de continent. Oui. Donc, il n'y en a pas toujours eu. Puis 1600, c'est hier, là. Oui, ça fait pas longtemps. Dans l'évolution, ça fait pas longtemps. En Amérique du Sud, il y a les centrales et du Sud. Les mélipones, c'est des petites abeilles qui font des petites colonies. Ils n'ont pas de dard, donc ils piquent pas. Puis ils font un miel très liquide qui a des vertus plus médicinales que le miel d'abeille à miel, d'abeille européenne. Donc, c'est vraiment récent, en fait. Ouais, ça fait. Mais il y avait des pollinisateurs. Nos Amérindiens qui faisaient les 3 sœurs, là, maïs, haricots, citrouille ou courge, ben, il y avait des pollinisateurs, sinon ça n'aurait pas fonctionné. OK. Ça fait que c'était les abeilles indigènes. Oui, exactement. OK. Puis avec le réchauffement climatique, c'est quoi l'impact que ça a sur les abeilles? Je sais qu'il y a des populations qui migrent beaucoup au niveau, par exemple, des dindons sauvages ou d'autres animaux. C'est sûr que nous, on les garde dans des ruches. Là, donc, théoriquement, ils s'en vont pas vraiment nulle part. Mais je pense qu'avec les années, ça va être plus facile de monter dans le nord du Québec, mettons. On vise pas la baie d'Ognava, mais il y a aussi des gros changements sur... toute notre gestion. Moi, ça fait 15 ans que je suis apicultrice, puis clairement, ma gestion a déjà changé, là. Ah ouais? À quel niveau? C'est-tu au niveau de la chaleur ou... Chaleur, tu sais, des étés comme 2023 qui a plu quasiment tous les jours. C'était très dur d'aller jouer dans les ruches. On peut pas ouvrir. Je dis jouer parce qu'on a du plaisir. Ouais, ça dépend déjà, mais OK, ouais. Faire l'inspection des ruches. On peut pas enlever le toit d'une ruche quand il pleut à boire debout. Donc là, ça change beaucoup. S'il pleut, les fleurs sont lessivées. Il n'y a plus de nectar, ou quand il pleut, ils ne peuvent pas sortir. Ça a beaucoup changé. Je trouve, des fois, les saisons commencent vraiment plus tôt. Donc, le parasite qu'on a, notre principal, le varroa, qui se multiplie avec l'abeille, si la saison est plus longue, il se multiplie plus, lui aussi. Donc là, il faut changer notre façon de traiter ce parasite-là. Il y a quand même déjà, en 15 ans, là, une bonne différence quand même. Puis on se projette dans 50 ans, mettons. Ça va-tu être encore 1000 fois pire que ce que tu vois en ce moment? Je suis trop positive pour me dire que ça va aller pire que maintenant. Là. Je sais pas. J'ose espérer que ça va stabiliser un peu, mais... Ouais, à voir. C'est Priscette Devonou qu'on avait rencontré. On l'a reçu sur le plateau. Puis elle nous disait justement qu'elle a travaillé avec des agriculteurs, c'est plus en Afrique, mais eux avaient vu un gros changement là, au niveau des récoltes à cause justement de la température, puis les saisons de pluie qui arrivent plus tard. Ils sont déjà un peu dans l'extrême, eux autres. Là. Nous, c'est un peu plus dosé encore, mais je pense pas que ça va s'améliorer. Si on continue de même... Si on est réaliste... Ouais. c'est un peu ça, là. Ouais. Fait que, il y a des défis qui s'en viennent aussi au niveau des abeilles. Okay? Mais c'est bon à savoir, je pensais pas que c'était aussi étroitement lié avec l'être humain. Les abeilles à miel, là. Ouais. Que, c'est directement lié à ce qu'on mange, là, au final. Oui, puis un pays où il fait très chaud, là, disons au Brésil, là, il y a des abeilles à miel, mais sauvages. Mais ici, là, ils peuvent pas vivre. Là. Si j'ai un essaim qui quitte la ruche, qui atterrit dans un arbre, il ne passera pas l'hiver. Là. Donc, les abeilles ici sont vraiment liées à un apiculteur ou une apicultrice. Là. Ah ouais, il n'y a pas de ruche qui passe l'hiver, des ruches naturelles? Faudrait qu'elle ait trouvé un mur de garage bien isolé, qu'elle ait fait ses réserves de miel, etc. Là. Mais avant qu'il y ait les apiculteurs, apicultrices, il se passait quoi? Ben, il n'y en avait pas encore. À partir de 1100, il n'y avait pas d'abeilles à miel. Fait que il faut vraiment une intervention humaine pour les maintenir. Dans le froid comme ici, oui. Là. Ah ouais. Puis aussi, là, maintenant, avec toutes les maladies parasites, mais si on les traite pas, elle n'a pas la coévolution entre, disons, le varroa, le parasite principal, c'est pas fait. Donc, si je les traite pas, moi, après 1 an ou 2, ils vont mourir.
Ouais, parce que ta population est rendue juste trop grosse pour ce qu'elle peut supporter. Oui, puis les abeilles, parasites, le varroa, apporte des virus, etc. Ouais. Donc, on peut pas ne pas les traiter. Là. OK. Ouais. Fait que des abeilles, grosso modo, il y en a partout dans le monde, ou même partout où de la nourriture ou de l'agriculture est faite. Oui. Puis ils sont adaptés en fonction justement du climat, de la zone géographique où ils C'est sont. assez impressionnant, leur adaptation. Là. Ça vient pas d'un pays aussi froid que nous. On a réussi à les faire passer l'hiver prises dans leur ruche. Ouais. On est capable de les faire butiner plusieurs espèces de plantes. On peut les transporter en camion sur des milliers de kilomètres. Là, aux États-Unis, il y en a qui font, je ne sais plus l'ordre, là, mettons, bleuet, orange, amande. Il y en a qui font que transporter des ruches sur des camions. Ils se promènent comme ça, ils font de la pollinisation. Donc, ça amène plein de problèmes, là, mais ils sont quand même très résilientes là, pour vivre. Ils partent, là, disons, des oranges en Floride, puis je sais pas l'ordre, là, mais ils se réveillent en Californie. Ah, bon, là, on est dans un verger d'amandes. Faut que j'apprenne à manier cette fleur-là, qui est pas la même, m'orienter, etc. Là, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, c'est quelque chose de dire que les abeilles ont voyagé plus que nous. Ben, certaines abeilles. Il y a bien des humains, c'est ça, ben oui. OK. Ah, ben c'est bon à savoir, pareil. Ben oui, je me doutais zéro que ça avait un aussi grand impact sur notre assiette, concrètement. Parce que comme tu dis, c'est beaucoup, justement... Ben là, moi, j'ai en tête les fruits et légumes. Ouais. Les céréales, si on l'a dit tantôt, pas vraiment. Ben, la plupart des vrais céréales, là, blé, avoine, maïs, c'est pollinisé par le vent. Ouais. OK, c'est ça. Mais tu disais que même le lait, à un certain point, l'abeille a eu un rôle là-dedans. Ben oui. Pour avoir des beaux champs de foin, ça prend des semences. Donc, Puis nous, en tant que citoyens, oui, on peut laisser pousser notre gazon, tout ça. C'est correct pour les abeilles, aussi pour plein d'autres insectes et animaux. Mais j'ai l'impression que l'abeille repose plus sur l'apiculteur que sur le citoyen. Ouais. Est-ce que nous, on a un rôle à jouer finalement pour assurer la survie des abeilles ou pas vraiment? Bien, on peut aider nos apiculteurs, acheter du miel qui vient pas écrit... je veux pas nommer de pays, là, mais qui vient de... Pas Canada, qui vient Québec. Mélanger avec... donc, aider, encourager nos apiculteurs... il y a tellement de beaux cadeaux à faire dans une miellerie, là. Une belle chandelle, un savon à base de miel puis de cire. Oui, parce que ça fait de la cire aussi. Ben oui, plein. C'est quoi la cire? C'est quoi la cire d'abeille? Ouais. Les abeilles mangent du sucre, le miel, en fait, là, qui est un sucre, à 100%, puis ils sécrètent un gras, qui est la cire d'abeille, dans des glandes sur leur abdomen. Puis c'est ce qu'ils prennent pour faire les alvéoles, là, les rayons. Puis nous, quand on extrait, ben, on désopercule. Donc, quand l'abeille a mis le miel dans l'alvéole, puis elle a considéré qu'il était prêt, elle met un petit capuchon de cire. Nous, pour extraire, par centrifugation, on doit enlever les capuchons de cire. Donc, on se ramasse avec des copeaux de cire qu'on peut faire fondre, filtrer, puis utiliser en baume à lèvres, en crème hydratante, chandelle, etc. J'ai acheté un saran wrap même réutilisable en cire d'abeille. Un papier trempé dans la cire. C'est vraiment un produit c'est super. magique. Là. Il y a beaucoup d'utilité qu'on connaît très peu. Là. Des beaux produits pour la peau, de l'eczéma, des problèmes de... etc. Fait qu'on peut faire plein de choses avec la cire d'abeille, mais au final, le citoyen normal n'a pas vraiment d'impact sur la survie de l'abeille direct. Quelqu'un en ville là, qui laisse son gazon va aider plus les pollinisateurs indigènes, à moins qu'il y ait des ruches proches. Mais l'impact pour notre abeille à miel, disons, est limité par l'impact ce qu'on peut faire en ville, disons. Là. Mais ça peut quand même assurer que, justement, il y a des abeilles ou des pollinisateurs pour les jardins locaux. Tout ça, c'est quand même important aussi. Oui, très, très. Super. Moi, ça faisait le tour de mes questions. Moi aussi, Vric. Mais moi, je peux vous en parler encore pendant 8 jours. Oui? OK. On a 8 jours devant nous. Merci beaucoup, Mélissa Jérôme. C'était un plaisir.